Après le monde, c'est l'Afrique qui célèbre ce 18 novembre la journée de la statistique. Une énième occasion de rappeler l'importance de cette science, méthode, dans la vie de tous les jours et dans le développement du continent noir. L'Union européenne réaffirme son engagement à soutenir le Togo dans son processus de développement via l'assainissement. C'est une enveloppe de 27 milliards de nos francs qui sera allouée aux travaux de réalisation de systèmes d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans 3 grandes villes du pays, Atakpamé, Blita et Kara. Et puis l'enquête sur la vague d'attentats de Paris a connu un rebondissement hors norme ce mercredi. Un assaut de plusieurs heures a été lancé depuis 4 heures de Paris contre un commando lourdement armé retranché dans un appartement. Bilan 2 morts et 7 interpellations. C'était les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Une délégation du ministère allemand de la Défense séjourne dans notre pays et conduite par son vice-ministre, Dr Ralf Brauch-Sipe. Elle est allée discuter de la sécurité régionale et précisément de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée avec le Premier ministre Komisselom Klasu. C'était ce matin à la primature. Nous écoutons le vice-ministre allemand au sortir de l'audience au micro de Carmen Madji à Capo. Wir haben uns ausgetauscht über Fragen der regionalen Sicherheit hier im Golfe von Guinea. Nous avons parlé, le Premier ministre et moi, de la sécurité régionale, notamment dans la région du Golfe de Guinée, de la sécurité maritime. Nous savons que c'est un sujet d'importance pour le Togo et pour l'Afrique en général, mais aussi pour mon pays. Nous avons également parlé devant la toile de fond des attaques récentes en France, de la sécurité générale de notre pays. Il s'agissait d'entretiens très constructifs. Je dois dire aussi très clairement que j'ai été très heureux de venir dans votre pays après une visite à Berlin auprès de mon ministère du ministre des Affaires étrangères au mois de décembre. Nous avons un intérêt commun de renforcer la coopération dans beaucoup de domaines, mais notamment dans la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme. Il ne s'agit dans ce contexte pas du tout d'une lutte contre une religion, mais justement contre les activités terroristes et extrémistes. Et nous sommes tout à fait d'accord sur ce sujet également. Environ un mois après la célébration de la Journée mondiale de la statistique, les pays africains célèbrent ce 18 novembre la leur. Elle est destinée à mieux faire connaître au public le rôle important que jouent les statistiques dans tous les aspects de la vie socio-économique. De meilleures données pour une vie meilleure. Tirer parti des technologies modernes pour améliorer les statistiques nationales est le thème retenu. Des précisions avec Dodo Haré, Augustin Kossi et Nathalie Panegue. Le continent africain célèbre aujourd'hui, 18 novembre, la journée de la statistique. Elle a été instituée depuis 1990 par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour mieux faire connaître le rôle et l'importance des statistiques dans les politiques publiques de développement. Les décideurs en ont besoin pour formuler et évaluer leurs programmes de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations. L'édition de cette année, la 25e du genre, est destinée à renforcer les capacités des systèmes statistiques nationaux à travers l'usage des technologies modernes pour produire de meilleures données. Si les données statistiques ne sont pas de qualité, les dirigeants vont prendre des décisions qui ne seront pas bien orientées.
Donc, c'est une occasion de sensibilisation au public togolais pour que lorsque nos agents de la statistique les abordent pour des aspects de collecte de statistiques, qu'ils puissent donner de vraies données. Habituellement, nous utilisons le support papier. Mais maintenant, nous allons utiliser les supports électroniques pour faire une collecte qui facilite le traitement. Nouvelle donne, nouvelle priorité. Le gouvernement togolais s'y attelle via la mise en place du système national de la statistique et des études économiques et démographiques. Ce système permet à terme de produire des données statistiques de qualité pour un bon suivi et évaluation des indicateurs de croissance et de réduction de la pauvreté. La statistique est une science, une méthode, voire une technique. Elle comprend la collecte des données, leur traitement, interprétation et présentation sous forme plus compréhensible. C'est dire donc qu'elle est indispensable dans la vie de tous les jours. Mais ce soir, nous nous intéressons à un domaine bien précis, l'éthique, technologie de l'information et de la communication. Alors, quel rôle joue-t-elle dans l'accessibilité des statistiques dans notre pays? Les réponses dans le dossier de cette édition. Il est signé Augustin Kossi et présenté par Edem Soussouko. La plupart des systèmes statistiques nationaux en Afrique reposent sur la collecte manuelle des données, une méthode dite traditionnelle et coûteuse, souvent sujette à des erreurs. La fourniture en temps voulu des données de qualité reste l'un des défis auxquels les systèmes statistiques nationaux sont confrontés. Pour mettre fin à cette pratique, l'usage des technologies modernes de communication est aujourd'hui envisagé. Les États doivent en tirer profit pour l'amélioration de la production et de la diffusion des données statistiques. Aujourd'hui, on arrive avec l'éthique à collecter plus rapidement les données et aussi à les traiter de meilleure façon et à les diffuser aussi de meilleure façon possible. La journée africaine de la statistique célébrée chaque 18 novembre est appelée cette année à promouvoir l'éthique. Et au niveau de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, des efforts sont menés pour la production des données fiables au service du développement. Nous avons mené l'enquête ETVA, disons l'enquête par téléphonie mobile d'abord, en 2013, l'enquête par téléphonie mobile. Donc c'est à l'aide de la téléphonie mobile que nous procédions aux interviews. Après l'enquête par téléphonie mobile, nous avons pu utiliser cette technologie pour identifier les bénéficiaires du cash transfert du programme de développement communautaire. Ces données, les décideurs en ont besoin pour formuler, suivre et évaluer les politiques publiques de développement, d'où l'engagement du Togo à mieux assurer la coordination de la production statistique. La réforme du système statistique actuel, avec la mise en place de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, montre que nous avons à cœur de mieux assurer la coordination du système statistique national. Et l'INSED devrait à moyen terme être doté de davantage de moyens humains, matériels et financiers pour une coordination
effective du système statistique national. Plusieurs présentations sont inscrites à l'agenda de la journée africaine de la statistique pour donner plus de visibilité au secteur. Elles seront axées sur l'utilisation des TIC dans la collecte des données statistiques et la définition des indicateurs pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Comment se porte la coopération entre le Togo et l'Allemagne? Elle va bien et pourrait encore aller mieux. Pour cela, les agents de différents départements ministériels sont en formation pour l'élaboration de nouveaux projets de développement qui pourront être financés par le gouvernement de Berlin. Des précisions avec Antoinette Omar. Va voir. En 2011, l'Allemagne a repris sa coopération avec le Togo après 20 ans de suspension. Elle s'oriente désormais vers les secteurs de la bonne gouvernance, la décentralisation, la formation technique et professionnelle, l'emploi des jeunes, le développement rural, l'agriculture et l'approvisionnement en énergie. La réouverture du bureau de la GIZ à Lomé témoigne de la détermination de l'Allemagne à accompagner le Togo dans ses actions de développement. Des projets ont déjà démarré, surtout les projets de la coopération financière et la plupart aussi les projets de la coopération financière de la KfW ont aussi démarré et on peut déjà voir les premiers résultats. Dans les dernières années, nous avons vu que les engagements se sont toujours augmentés et j'espère qu'on peut au moins travailler au même niveau, sinon encore plus de manière plus efficace et plus étroite. Les interventions mises en œuvre enregistrent des résultats encourageants et couvrent plusieurs secteurs d'activité. Au titre de la coopération technique et financière, nous pouvons citer brièvement le programme de formation technique et l'emploi des jeunes qui vise à améliorer la qualité des approches. Priorité dans la formation professionnelle formelle et non formelle et à promouvoir l'emploi des jeunes. Le renforcement de la performance du ministère chargé de la formation professionnelle par la mise en œuvre de la formation professionnelle duale. Le programme développement rural et agriculture qui a pour objectif de réaliser des modèles pilotes pour les filières agroalimentaires porteuses, les micro-entreprises rurales et les systèmes de production durable, etc., etc. Le programme Bonne gouvernance décentralisation qui vise à renforcer les conditions nécessaires à la participation de la population aux décisions politiques et l'efficacité des prestations des services au niveau des collectivités locales dans le contexte de la décentralisation. Pour une meilleure compréhension du fonctionnement de cette coopération, les agents des différents ministères doivent s'approprier les procédures et les modes d'intervention en vue de faire des propositions pour une bonne exécution des programmes et projets. L'Union européenne, de son côté, renforce sa coopération avec notre pays et s'engage à contribuer davantage à l'amélioration des conditions de vie des populations. Un engagement traduit par la signature d'une convention de financement de plus de 27 milliards de francs CFA pour des travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans certaines grandes villes du Togo. Les précisions avec Prudence Kossi. L'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement dans les différentes villes du Togo sera renforcé dans les prochains mois avec la réalisation des travaux de la phase 1 du projet eau et assainissement. Plus de 27 milliards de francs CFA, dont 13,2 milliards,
vont être alloués par l'Union européenne pour l'exécution de ce projet qui a ciblé certaines villes du pays où le problème d'accès à l'eau potable et à l'assainissement se pose avec acuité. Atakpame et Dapaon sont les toutes premières villes bénéficiaires du PEAT. Malgré que nous avons un grand barrage d'une grande capacité à Dapaon, mais l'accès à l'eau potable n'est pas facile. Tout le monde n'a pas accès d'eau. Même dans le centre-ville, c'est souffrant. Donc, avec ce projet, je pense que la population va sortir de cette crise. En matière de collecte des ordures ménagères, la commune d'Atakpame fait un effort, mais cet effort s'avère très insuffisant par rapport aux besoins, à la demande. Donc, il s'agit à travers de ce financement de renforcer le système de collecte. D'abord la collecte intermédiaire et puis la décharge finale. Plus de 14 000 personnes auront accès à l'eau potable dans ces deux villes à travers le renforcement des réseaux de la Togolaise des eaux. 15 000 habitants vont bénéficier d'assainissement domestique et collectif qui seront améliorés par la mise en place des filières de collecte, de valorisation et de traitement des déchets. Le projet a également pris en compte l'accompagnement des acteurs régionaux du système d'eau et d'assainissement. La construction d'un nouveau centre d'enfouissement technique pour les ordures ménagères est aussi prévue dans le Grand Lomé. Nous pouvons accomplir plusieurs objectifs à travers le travail de l'eau et l'assainissement. Évidemment, le fondamental, c'est améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement de la population des villes secondaires. Mais il y a aussi la possibilité de renforcer le travail de cette délégation spéciale qui, vous savez, ne travaille pas à 100% actuellement. Il y a aussi la possibilité de renforcer les services de l'État, les services déconcentrés de l'État en charge de la gestion de l'eau et l'assainissement. La réalisation de ce projet viendra consolider les bases de l'émergence du Togo où l'amélioration de l'accès à l'eau potable figure en bonne place dans la nouvelle politique générale du gouvernement. Ce projet qui s'ajoute à la longue liste des interventions de l'Union européenne au Togo vient à point nommé pour conforter les actions du gouvernement dans la mise en œuvre du plan national d'action pour le secteur de l'eau et de l'assainissement et la politique nationale d'hygiène et d'assainissement pour le Togo. Je voudrais à cet effet saluer l'excellence des relations entre l'Union européenne et le Togo et exprimer ma profonde gratitude à Monsieur l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Togo et à tout son personnel pour leur engagement et leur accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet d'eau et d'assainissement au Togo. Les travaux vont durer 36 mois. La phase 2 de ce projet en cours d'élaboration va toucher les villes de Thiévié, de Sokolé et de Kara. Personne ne peut nier que l'eau est importante de la vie quotidienne. Direction maintenant à BV Médan, le Raoho a été lancé la campagne d'achat de céréales par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo en SAD pour le compte de la région des plateaux. Et pour l'occasion, les nouveaux prix du sorgho et du mil ont été communiqués aux producteurs. Les précisions avec Yves Agbevivi. Nous sommes dans la localité d'Agbeveme, une localité située à environ 10 km à l'est de Pelé à Notchin. C'est avec joie que les populations de cette localité, essentiellement agricoles, ont accueilli pour la première fois l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, pour l'achat de leur production céréalière.
À la tête d'une délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, le ministre Urokura Agadazi a procédé au lancement officiel de l'achat de maïs par l'ANSAT. 10 tonnes devaient être enlevées à la fin de l'opération dans cette localité. Pour cette campagne, nous avons ouvert les opérations d'achat dans d'autres filières. Quand vous prenez le sorgho et le mil, c'était une filière qui était moins en vue au niveau de la condition du stock de sécurité. Donc cette année, on a voulu faire une particularité pour la filière sorgho et mil en relevant le prix à 20 000 au lieu de 16 000 comme ce fut par le passé. Donc pour cette campagne, le maïs est toujours fixé à 16 000 francs le sac de 100 kg sur l'ensemble du territoire. Mais pour la filière sorgho 1000, nous avons remonté les prix. Le gouvernement a décidé que les prix soient relevés à 20 000 francs le sac de 100 kg de sorgho 1000 sur l'ensemble du territoire national. On a voulu donner ce cachet particulier pour le sorgho riz au regard de la situation en termes de production dans cette filière. Nous avons remarqué un fléchissement de production sur le sorgho et le mil. Donc pour lancer véritablement la filière, il faut nécessairement pratiquer une politique de soutien des prix à la production. Ce lancement donne le ton à une série d'achats de céréales qui aura lieu dans la région des Plateaux. Le ministre a échangé avec les populations et les a encouragés à s'investir davantage dans l'agriculture, car cette dernière constitue aujourd'hui un secteur porteur de développement et le chef de l'État, selon Urokura Agadazi, en a fait une priorité dans son programme de développement du pays. Mais avant la commercialisation, il faudra que les agriculteurs puissent produire ces céréales. Une production devenue pénible face aux caprices de la nature. Mais il existe une solution, l'adaptation à ces changements climatiques. Sujet d'une formation initiée depuis hier à Lomé. Les précisions avec Désiré Dagbovi et Ramdan Bassina. Au Togo, le secteur de l'agriculture contribue à 40% au produit intérieur brut et emploie 66% de la population active. Elle est tributaire de la saison des pluies et donc exposée au changement climatique. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et ses partenaires, dont la GIZ, veulent passer des paroles aux actes. Ils forment les différents acteurs du secteur agricole sur les outils qui vont faciliter l'intégration et l'adaptation au changement climatique dans les documents politiques et dans les budgets. Nous avons, ensemble avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et le ministère de l'Agriculture, réfléchi comment, en fait, on peut placer le secteur agricole qui est à travers les communications nationales du Togo placé comme le secteur le plus vulnérable au changement climatique. Comment on pourrait intégrer l'aspect de l'adaptation au changement climatique dans la politique agricole qui est actuellement en cours de révision. C'est à ce sujet qu'on a bien voulu réunir surtout les planificateurs, parce qu'il s'agit dans une première étape d'intégrer des mesures concrètes, des processus concrets de l'adaptation au changement climatique dans la politique, dans les programmes et dans les budgets, pour que ces mesures soient visibles, soient budgétisées et soient exécutables. À l'issue de cette formation, une feuille de route sera élaborée. Il s'agit de trouver des moyens pour promouvoir une agriculture durable, un élevage intelligent adapté à la répartition des pluies, tout en s'appuyant sur la planification nationale.
Et on en vient à l'épisode des poissons tilapia contaminés dans notre pays. Eh bien, sachez que cet après-midi, dans le canton d'Adétikopé, le ministre en charge de l'élevage a procédé donc à l'insémination de près de 24 tonnes de ces tilapia contaminés impropres à la consommation humaine et importés dans notre pays par une société chinoise. Vous voyez donc là les images de l'opération de destruction et d'insémination de ces cargaisons de tilapia contaminés. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Hors du Togo à présent, les populations de Saint-Denis en France ont passé une journée tendue ce mercredi. Dans le cadre de l'enquête sur la vague d'attentats de Paris, un assaut a été lancé contre un commando lourdement armé retranché dans un appartement. Un rebondissement hors norme de l'enquête qui a débuté tôt ce matin, 4 heures, heure de France. Regardez. Rentrez chez vous, crie la police. Il est 4h20 ce matin dans une petite rue du centre de Saint-Denis. Les policiers d'élite du RAID et de la BRI investissent un immeuble. Quelques instants plus tard, ils sortent quelqu'un. Montre tes mains, lui crie-t-il. C'est le début de l'opération. Sur la façade de l'immeuble, les points rouges, des lasers, des fusils, des tireurs d'élite. Ils sont placés sur les toits en face et visent l'immeuble. Soudain, une très forte explosion. On apprendra plus tard qu'une femme terroriste s'est fait sauter avec sa ceinture d'explosifs au début de l'assaut. Les policiers tentent de déloger les terroristes qui sont cachés au 3e étage. Ils ne veulent pas se rendre. La fusillade commence. Elle va durer près de 50 minutes. De la fumée s'échappe. L'assaut est très difficile. C'est ici que tout s'est passé la nuit dernière, au 3e étage de cet immeuble précisément. Sur les murs, les traces de l'assaut. Les impacts des tirs et des grenades. Tout a commencé en pleine nuit. En plein centre de Saint-Denis. Les habitants sont réveillés en sursaut. Un canard, quoi. Je crois que je sais pas ce que c'est du tout. Voilà, des explosions. Ça m'a réveillé vers 4h30 et ça s'est arrêté à peu près vers moins 10 et là ça reprend. J'ai très peur. Vous voyez, on dirait des tirs de fameuse Kalachnikov. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, j'en ai entendu. Je vois rien, je ne sais pas ce qui se passe, je vois pas de fumée, par exemple. Bon, les gens commencent à allumer la lumière chez eux, là, mais il n'y en a pas beaucoup. Je suis juste derrière ma fenêtre, je suis derrière mon volet en espérant que ça va. De toute façon, je pense que je ne suis pas du tout dans la ligne de mire, là, hein, mais là, je vois les gens, ils bougent plus, hein, ils sont au téléphone, là, voilà, c'est ça. Il y a un certain écho en plus, alors on ne sait pas du tout d'où ça vient. Enfin, faut pas que les gens y sortent là. Hein. Je crois que je vais pas bouger chez moi. Hein. Tout le monde entend la fusillade. Des policiers se déploient dans les rues.
Les habitants ne comprennent pas ce qui se passe. Ceux qui filment aux fenêtres reçoivent l'ordre de se cacher. Toute la zone est dangereuse. En pleine nuit, tout le quartier de la rue de la République à Saint-Denis est bloqué par la police. Les forces antiterroristes viennent de donner l'assaut sur un appartement numéro 48, 3e étage. La cible, Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats de Paris. Lors du premier assaut, la police tombe en fait sur plusieurs personnes dans l'appartement. Des gens surarmés qui ripostent. Dans la hâte, les habitants du quartier sont évacués. Certains sont à peine habillés et portent des couvertures de survie. Au même moment, un immense dispositif de secours est déployé. Les autorités savent que les terroristes sont déterminés. Ils peuvent avoir une grande quantité d'explosifs. La population est invitée à la plus grande prudence. La seule consigne très importante à faire passer, c'est de rester chez soi. L'opération n'est pas terminée. Des colonnes de militaires arrivent alors en renfort. L'image est à peine croyable. L'armée déployée dans les rues en plein centre de Saint-Denis pour sécuriser tout le quartier. Vers 7h30 du matin, un nouveau groupe de policiers d'élite s'approche de l'immeuble. Ils préparent un nouvel assaut. On entend le bruit des explosions des grenades. Ça dure plusieurs minutes. Selon le parquet, 2 terroristes, peut-être 3, sont morts dans l'appartement. 3 hommes ont été sortis vivants et interpellés, comme celui-ci en t-shirt blanc. Et 4 autres personnes ont été arrêtées à proximité des lieux, comme celle-ci. Dans l'opération, plusieurs policiers du raid ont été blessés, 5 apparemment. Au total, 7 personnes ont été interpellées. Leur identification est en cours. Voilà donc le fil des événements ce mercredi du côté de Saint-Denis en France. Retour dans notre pays, le Togo accueille depuis bientôt 2 semaines la 17e session du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. Et dans la foulée, ce mercredi, 14 récipiendaires ont été décorés à l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Le récit avec Adolphe Paca. Chevalier de l'Ordre. Reconnaissance de mérite pour tous ceux qu'ils ont abattu comme travail au sein de la communauté universitaire. Chacun dans son rôle et sa profession. Ils sont 14 professeurs, dont 13 Togolais et un Burkinabé, à être élevés à 3 différents grades. 9 au rang de chevalier des palmes académiques, 4 dont un à titre posthume au rang d'officier des palmes académiques. Léon Messaoui au grade d'officier de l'ordre à titre posthume. Et le Burkinabé au rang de commandeur des palmes académiques. Cette reconnaissance, faite de paroles et de symboles, est la meilleure façon de magnifier le savoir qui seul permet de vaincre l'ignorance ainsi que toute la désolation qu'elle engendre. Un savoir qui autorise plutôt d'inscrire tout un chacun, quelle que soit sa race, ses origines et son sexe, dans une dynamique de progrès. Après plus de 3
décennie d'existence, le CAMES, Conseil africain et malgache des études supérieures, s'est imposé et est aujourd'hui un régulateur de mérite et du rayonnement des universités et écoles des 9 pays membres dans l'espace francophone africain et malgache. Le ministre Broum de l'enseignement supérieur et de la recherche a ainsi réitéré la mission et les valeurs de cette institution qui verra désormais graver dans ses annales les noms des récipiendaires. Je voudrais féliciter très chaleureusement les heureux nominés pour la reconnaissance ainsi méritée au-delà de leur université respective. Leurs noms figureront désormais dans le palmarès très honorable et à jamais mémorable des maîtres de la science et de la sagesse dans cet espace communautaire et continueront d'inspirer des générations entières d'étudiants, de jeunes enseignants-chercheurs, de décideurs politiques et de divers acteurs du développement économique et social dans nos pays. Cette tradition est établie par l'Ordre international des palmes académiques du CAMES en guise de reconnaissance à ceux qui œuvrent à la transmission du savoir en qualité, qui promeuvent la paix, la formation et la transformation des talents et richesses dont dispose le continent africain. Nous vous annoncions également ce nouveau pas franchi par la compagnie aérienne panafricaine ASKY. Elle a reçu la certification IOSA, une qualification qui lui permet ainsi, qui atteste de sa conformité aux normes de sécurité aérienne et lui donne ainsi l'opportunité de desservir l'Europe et l'Amérique. Et les responsables de ASKY ont présenté la dite certification à la presse hier. Le compte rendu avec Dédé Koussao et Charlotte Moussimé. La nouvelle mérite une large diffusion. La compagnie panafricaine aérienne ASKY vient de recevoir la certification IOSA, IATA Operational Safety Audit, un passeport qui lui permet d'étendre ses lignes dans toutes les parties du monde. Cela signifie que désormais ASKY pourra effectuer des vols au-delà de la sous-région. Aujourd'hui, ASKY effectue des vols sur 22 destinations en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est le réseau le plus étoffé dans la sous-région. Cela vient en soutien de notre plan de croissance. Plan de croissance qui vise bien évidemment à faire de Lomé un hub aérien de choix, non seulement pour les voyages dans la sous-région, mais également pour les voyages au-delà. Seulement 401 compagnies au monde, dont 44 en Afrique et 6 en Afrique de l'Ouest, ont mérité cette certification, un standard de la sécurité aérienne. Plusieurs paramètres, notamment la volonté politique, la minutieuse supervision des équipements, la compétence du personnel ont concouru à ce résultat. La qualification, c'est les ateliers de maintenance, le programme de gestion de la sécurité et le suivi de ce personnel et un suivi régalien de tous les jours pour être sûr que le personnel qui est qualifié maintient sa compétence. Le tout n'est pas d'être qualifié, mais il faut maintenir la compétence. Une compagnie aérienne certifiée, une aérogare qui l'est aussi. L'accroissement des flux aériens, commerciaux et touristiques au Togo, c'est garanti. Nous allons pouvoir traiter entre 2,5 millions et 3 millions de passagers. Nous avons les équipements les plus modernes en ce qui concerne en matière de supervision et la sûreté. ASKY
Askai est implanté au Togo depuis janvier 2010 et déjà ce 15 octobre 2015, la compagnie est couronnée par cette certification dont le processus a été enclenché depuis 2013. Askai reste dans une dynamique de progrès et de compétitivité pour décrocher d'autres distinctions. Elle planifie ses premières destinations hors Afrique à l'été 2016. L'albinisme est une maladie provoquée par l'absence de mélanine dans la peau humaine et ceux qui en souffrent, les albinos, font souvent face à une discrimination dans notre société. Alors pour plaider leur cause, il sera organisé à partir de demain 19 et ce jusqu'au 22 novembre prochain en Tanzanie, la toute première conférence panafricaine des personnes vivant avec l'albinisme. Et notre pays sera représenté par les membres de l'association togolaise des albinos du Togo. Leurs attentes dans ce reportage signé Lucassi et Ramdan Bassina. L'albinisme, une des maladies génétiques qui expose le plus souvent les personnes atteintes de cette pathologie à toutes sortes de discriminations dans la société. À cela, il faut ajouter la vulnérabilité particulière au soleil brûlant en raison de l'absence souvent totale de mélanine dans la peau et la présence insuffisante de cette substance dans l'œil, causant également une déficience visuelle. Ce qui complique les conditions de vie et de travail des personnes vivant avec l'albinisme. Plusieurs actions sont menées ça et là pour faciliter leur intégration dans la société africaine. Pour intensifier ces actions, un espace d'échange panafricain leur est offert. C'est une conférence panafricaine sur l'albinisme. Cette rencontre vise à contribuer à l'épanouissement des personnes vivant avec l'albinisme en Afrique et elle permettra de former ces personnes-là sur les meilleures pratiques leur permettant de défendre leurs droits et leur dignité de façon plus efficace. Le Togo sera représenté à cette conférence panafricaine, premier du genre, qui se tiendra du 19 au 22 novembre prochain en Tanzanie par l'Association nationale des albinos du Togo, ANAT. Initiée par l'ONG canadienne Anda de Semsan, cette conférence suscite déjà beaucoup d'espoir. L'ANAT compte à cette rencontre faire valoir la situation de l'albinisme au Togo et les actions qu'elle mène en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie. L'ANAT entend sensibiliser les populations togolaises à mieux connaître l'albinisme et ses exigences. Dans 48 heures s'ouvrent à Lomé les portes de la 12e foire internationale du Togo. Opportunité d'affaires mais aussi d'échanges pour les opérateurs économiques et le site qui doit accueillir l'événement, comme vous le voyez sur ces images, a fait sa toilette depuis quelques jours et aussi certains participants occupent déjà les lieux. Et ce mercredi, l'une de nos équipes de reportage a fait un tour et a rencontré les responsables du Centre togolais des expositions et foires dans l'organisation, histoire de voir où en sont les préparatifs. Vous découvrirez donc ces préparatifs dans de prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes.